Alors, bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà plusieurs à nous avoir rejoints sur ce webinaire. Alors, nous sommes donc en présence de Madame Caroline Chevalier de l'Espace Sud en Martinique, qui se présentera plus en détail juste dans un instant. Je me permets de vous faire un petit rappel concernant l'interprétariat. Si vous souhaitez pouvoir écouter ce webinaire en anglais, vous pouvez cliquer sur le bouton en bas à droite, le petit globe interprétation, et choisir la langue de votre préférence. Et donc suivre ce webinaire. Je vais laisser la parole donc à Madame Chevalier, si j'arrive à changer la diapo. Oui, voilà. Madame Chevalier. Ok, eh bien bonjour à tous. Je m'appelle Caroline Chevalier et j'ai mission aujourd'hui, en tout cas, de vous animer un petit atelier sur se préparer pour partir en immersion à l'étranger. Donc, on va essayer, en tout cas, je vais essayer de vous donner quelques outils et j'espère que vous poserez des questions. S'il y a des choses que je n'ai pas abordées, que vous n'hésiterez pas à poser des questions, soit dans le chat, soit en levant la main en tout cas et à le faire en direct pour que nous puissions véritablement répondre à vos interrogations. Donc, pour commencer, je vais me présenter un petit peu plus. Pourquoi est-ce que je me permets d'animer un atelier sur ce thème-là? Je travaille en fait à l'Espace Sud en Martinique et à l'Espace Sud, je suis en charge de l'accompagnement à la mobilité à l'international. Donc, le thème d'aujourd'hui est exactement ce que je fais toute l'année avec les candidats qui habitent dans le sud Martinique. Donc, je travaille au sein d'un établissement public qui s'appelle l'Espace Sud. Et c'est un établissement qui réunit les communes du sud de la Martinique. Et pour lequel, au sein de la direction de la coopération, en tout cas, nous avons développé une expertise sur l'accompagnement des publics sur l'international. Alors, cet établissement public, en fait, ce sont des élus qui ont voulu l'ouvrir un petit peu à l'international. Et c'est pour ça que nous offrons ces services que vous n'allez pas forcément retrouver dans d'autres établissements publics similaires aux nôtres en Martinique. Donc, on ne travaille pas seul, bien sûr. On va faire avancer un petit peu le diaporama. On travaille avec un réseau de partenaires. Donc, si Marie peut faire avancer un petit peu le diaporama. Ces partenaires sont les partenaires présents en Martinique, donc les 12 communes du Sud, bien sûr. Si vous ne les connaissez pas, c'est de Ducos à Sainte-Anne. Je vous disais, c'est la volonté de nos élus, on peut avancer encore un petit peu, de travailler à s'ouvrir à l'international, et vous le savez à quel point c'est important de s'ouvrir à l'international. C'est véritablement quelque chose qui nous enrichit tous de façon individuelle et collective. Et puis, avançons un petit peu pour voir le réseau de partenaires avec qui nous travaillons. Eh bien, le Pôle emploi, bien sûr la région, bien sûr l'Académie Jeunesse et Sport, mais également la Chambre de commerce, pour essayer de toucher un petit peu tous les publics qui peuvent être intéressés à travailler sur la mobilité internationale. Donc, ce matin, je vais essayer de voir avec vous un petit peu tout ce que j'ai pu avoir comme expérience à force d'avoir accompagné, que ce soit des demandeurs d'emploi, des jeunes étudiants, des créateurs, des associations, sur des projets de mobilité à l'international. On va avancer encore un petit peu et commencer par vous dire, moi, ce que je fais avec les gens, je fais des conseils, je travaille sur le CV, la lettre de motivation. D'ailleurs, après cet atelier, on va animer un atelier sur le CV, la lettre de motivation. On travaille à distance, on travaille en présentiel et on travaille bien sûr en essayant aussi de communiquer par les réseaux sociaux. En tout cas, ce qu'on essaye, nous, c'est de vous aider à réussir votre projet de mobilité, quel qu'il soit et quelle que soit la zone du monde qu'il couvre. D'accord ? Donc, avançons encore un peu. La mobilité, c'est quoi? Eh bien, ça peut être pour vous une alternative à la problématique de l'emploi. Je suis au chômage, la mobilité, ça peut être quelque chose. Ça peut être ici quelque chose qui est formateur ou qui est obligatoire dans votre cursus. En tout cas, quelle que soit la forme que ça va prendre, la mobilité demande à ce que vous soyez préparé.
Elle peut prendre différentes formes. Vous êtes pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, étudiants ici ou ailleurs, mais certains d'entre vous sont aussi demandeurs d'emploi ici ou ailleurs. Vous avez d'autres expériences de volontariat que vous pouvez mener, de stages que vous pouvez mener. Et en tout cas, quelle que soit la forme que va prendre votre mobilité à l'international, elle vous demandera d'avoir une forte motivation personnelle, d'avoir une démarche autonome et volontaire, puis d'avoir un projet clair et défini. C'est vous qui êtes porteur de ce projet, ce ne sont pas les institutions qui organisent le départ pour vous. Vous devez être le premier à être vraiment motivé et à être désireux de faire cette expérience de mobilité à l'international. J'espère que c'est bien compris, que c'est vous qui êtes le porteur, même si derrière vous, il y a un établissement scolaire. Les incontournables avant le départ, mais je pense que toutes les personnes qui imaginent partir en mobilité ont déjà ces informations-là, mais j'y reviens. Un passeport, c'est obligatoire. Vous allez passer les frontières. Donc, il vous faut un passeport en cours de validité. Vérifiez bien les délais pour l'obtenir et les dates. En ce moment, nous avons des grosses perturbations qui sont liées à ce que vous connaissez tous et qui font que certains services qui délivrent les passeports peuvent avoir des délais allongés. Donc, il est très important que la première démarche, ce soit d'être sûr que vous ayez un moyen de passer les frontières. Ensuite, un moyen de paiement à l'international. Là encore, vous n'allez pas forcément ouvrir un compte bancaire si vous partez 6 mois dans un pays étranger. Donc, il faut que votre argent soit disponible sur votre compte bancaire dans le pays où vous résidez actuellement. Donc, il vous faut un moyen de paiement international. Et puis, un troisième élément qu'il me semble important d'avoir en tête, surtout en cette période, c'est d'avoir une couverture sociale et donc de bien s'informer sur quelle est l'assurance dont je vais bénéficier quand je vais arriver à l'étranger. Et qu'est-ce que je peux faire, mettre en place, et est-ce que je peux aussi le budgétiser, parce que c'est des choses qui peuvent avoir un coût. D'ailleurs, le passeport aussi, ça a un coût. En Martinique et en France, par exemple, on a 82 € de frais fiscaux pour le passeport. Donc, bon, ce sont des choses qui sont importantes à anticiper. Donc ça, ce sont les incontournables. On n'y revient pas, je pense que vous le saviez tous, en tout cas, j'espère que vous le saviez tous. Continuons à avancer un petit peu. Nous avons à nous poser, avant le départ en tout cas, à nous poser pour essayer de voir un petit peu ce dont on va avoir besoin. On a des démarches à faire auprès de son établissement pour ceux qui sont étudiants. Et d'ailleurs, il y a un atelier qui est sur ce thème qui aura lieu en fin de matinée. Réussir tous les délais, c'est en ce moment, tous les documents, c'est en ce moment faire très attention aux délais. D'accord ? Ne pas attendre le dernier moment. Vous avez des démarches administratives et pratiques aussi à faire. C'est-à-dire que vous devez vous assurer que vous remplissez toutes les conditions pour entrer et séjourner légalement sur le territoire étranger que vous visez. Bien sûr, vos établissements vont le faire, mais d'une part, vous n'êtes pas tous étudiants, et d'autre part, ce n'est pas parce que les établissements le font que vous ne devez pas vous approprier cette information-là. C'est vous qui devez être sûr. Donc, je vous engage à faire directement seul déjà un premier niveau d'information sur mes conditions de séjour dans le pays que je vise. D'autre part, vous vous préparez à séjourner dans un pays étranger, vous avez des us et coutumes qui sont différentes, vous avez la possibilité d'anticiper un petit peu les choses en allant vous informer sur ce pays et notamment par les représentations diplomatiques de votre pays. Donc, si c'est la France, représentation diplomatique française, dans le pays étranger, je peux déjà avoir un premier niveau d'information. Si ce sont d'autres États, allez voir si dans le pays que vous visez, est-ce qu'en Martinique, il y a un consulat ou une ambassade qui représente mon pays et je peux déjà avoir dans ce cas-là un premier niveau d'information sur les us et coutumes dans le pays. D'accord ? Donc, ça, ce sont des choses, même si l'établissement va le faire, je pense que c'est à vous de vous l'approprier. Avant de partir, je pense qu'il est important que vous vous posiez un certain nombre de questions. Ces questions portent sur vous. Il y a autant de projets de mobilité que de candidats qui sont en train d'assister en ce moment à cet atelier. Les aspects personnels sont importants. Première chose, pourquoi est-ce que je veux partir? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Posez-vous la question. C'est obligatoire dans mon cursus? J'en ai besoin pour valider mon diplôme? Ou alors, j'ai juste l'envie d'aller à l'étranger? C'est important de savoir pourquoi on part. C'est important de savoir aussi qu'est-ce qui pourrait me retenir. Vous avez, par exemple, des choses comme des cérémonies, vous allez vous marier, vous avez un examen à passer. Il faut absolument que vous envisagiez
toutes les choses qui pourraient vous empêcher de partir à telle ou telle date. Est-ce que je serai capable de m'adapter? Ça, c'est quelque chose de très individuel. Est-ce que j'ai déjà vu des expériences, justement, où je me suis sortie de ma zone de confort et où j'ai dû faire des efforts d'adaptation? Repensez-y, parce que là, ça va vous demander un effort d'adaptation. Est-ce qu'au niveau de la famille, il y a des choses qui pourraient être des freins? Par exemple, le conjoint, la conjointe, le copain, la copine, bon, les amis. Et puis, il y a une chose qui est importante aussi, dans le cadre de votre scolarité, est-ce que la période de votre mobilité à l'international va vous permettre d'assurer les examens, les inscriptions, les ci, les là? Donc, ça, ce sont des choses importantes. Premier type de questions, les questions qui concernent la personne elle-même. Deuxième type de questions, les questions qui concernent plus l'aspect professionnel. Donc, on va passer à la slide suivante. Est-ce que les compétences que j'ai sont transférables dans le pays que je vise? C'est-à-dire que si j'occupe un poste là où je vis, est-ce que ce poste-là, je peux l'occuper de la même façon dans cet autre pays? C'est important de vous poser cette question, de connaître les conditions d'exercice du poste que vous occupez. Est-ce que le diplôme que j'ai, il est reconnu? Et c'est important aussi dans ce cas-là de s'informer sur les équivalents de diplômes chez moi et dans le pays que je vise. Quel est mon niveau linguistique? Est-ce que j'ai une pratique de langue qui me permet de travailler et d'être aussi pertinent dans ma langue comme dans la langue du pays d'accueil? Et puis, il y a les techniques. Comment je fais pour rechercher un stage dans ce pays ou comment je fais pour chercher un emploi dans ce pays? Il y a des techniques bien spécifiques, donc informez-vous sur ces choses-là. Troisième aspect qu'il faut aussi envisager, c'est la destination elle-même. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aller là-bas? Qu'est-ce que j'en connais? Est-ce que c'est uniquement ce qu'on m'en a dit? Est-ce que j'ai des gens que je connais qui y ont vécu? Qu'est-ce que j'ai fait comme exploration pour en connaître un petit peu mieux sur cette destination? Est-ce un pays à risque? Aujourd'hui, on peut dire que beaucoup de pays, tous les pays sont à risque, quel que soit le risque. Qu'est-ce que je connais du droit du travail? Si je suis en stage, quelles sont les règles qui vont m'être appliquées? La protection sociale, quel est mon statut quand j'arrive là-bas si je suis malade? Quelles sont les conditions de vie dans ce pays-là? Quels sont mes droits et mes obligations? C'est important, surtout pour les personnes qui ont un statut de demandeur d'emploi, parce que quand elles partent à l'étranger, elles doivent en informer leur service public de l'emploi, à savoir le Pôle emploi quand on est français. Et puis, j'en ai déjà parlé, au niveau de la destination, c'est important d'évaluer s'il y a une représentation consulaire de mon pays dans le pays que je vise, parce que c'est toujours des atouts sur le territoire pour pouvoir vous aider ou vous donner un premier niveau d'information. Enfin, le quatrième point et le quatrième volet qu'il faut envisager, même si vous n'êtes pas encore parti, vous allez peut-être trouver que c'est bizarre, mais je vous engage à penser à votre retour. Et cela veut dire bien estimer la durée de votre séjour à l'étranger. Ça veut dire également comment faciliter ce retour pendant que vous êtes là-bas. Et puis, comment valoriser cela, c'est-à-dire que si vous avez effectué un stage et que vous avez un maître de stage qui peut déjà, même avant votre retour, vous donner une petite lettre de recommandation ou des choses comme ça, c'est aussi bien de l'anticiper pendant que vous êtes là-bas. Donc, votre retour, c'est important, même si vous n'êtes pas encore parti, parce que ça vous permettra d'avoir un projet qui cadre un petit peu mieux avec vos besoins individuels. Après s'être posé toutes ces questions-là, on va avancer encore un petit peu. Je pense que vous êtes prêts, vous avez fait le tour. Une petite focale que je souhaitais faire pour vous qui allez partir hors de votre pays d'origine sur l'interculturel. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques notions de ce que c'est. Ça concerne les rapports, les échanges entre les cultures. C'est interculturel, entre les cultures et entre les civilisations différentes. On va avancer un petit peu. Je vais rapidement vous donner quelques notions, en fait, mais c'est juste pour vous sensibiliser et attirer votre attention. On parle au niveau de la culture, de tout ce qui est visible et de tout ce qui ne l'est pas. On parle d'iceberg culturel. L'iceberg, il y a toute la partie visible qui est le plus apparent. Puis, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on ne voit pas. Un individu, en général, au niveau de sa culture, il y a des choses qu'il va afficher, qui sont ses opinions, ses comportements. Et puis, il y a tout ce qui est sous-tendu et qui fait qu'il a ses comportements ou ses opinions. Et ça, c'est toute la partie de la culture interne, donc la partie immergée de l'iceberg. Et là, il s'agit de toucher à vos valeurs, vos pensées, vos conceptions. Donc, on va avancer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'un contact entre deux cultures? Eh bien,
ce qui est le plus évident, le plus aisé, le plus facile, c'est ce qui va être la partie émergente de l'iceberg. Hein. Ce sont les comportements, c'est le plus simple. Comportement, communication, langue, c'est des choses qui se voient. Et en fait, en dessous de l'iceberg, on a des valeurs qui vont s'entrechoquer, on a des conflits culturels, et c'est là hein, que ça va achoper. Donc, si on sait qu'il existe une dimension interculturelle et qu'il est possible d'y avoir un choc culturel, on ne juge pas trop vite la culture de l'autre, on essaye d'aller à sa rencontre et d'éviter justement les points d'achoppement. On essaye de comprendre un petit peu mieux l'histoire, ce qui sous-tend un petit peu les comportements individuels. On ne porte pas de jugement, on observe et a priori, on évite un petit peu de se trouver dans une situation inconfortable. On va avancer un petit peu. La situation inconfortable, c'est une rencontre qui se fait à un niveau où l'individu se sent heurté au plus profond de lui-même. Donc, pour éviter cela, il faut simplement avoir en tête, OK, il a un comportement qui n'est pas le même que le mien, ou il ou elle, je vais essayer de comprendre pourquoi et pourquoi nous avons des différences. C'est peut-être d'arriver vers lui pour échanger. Aller à l'étranger, aller hors de votre pays d'origine, c'est aussi être prêt à découvrir l'autre. Et je voulais juste attirer votre attention sur l'intérêt que représente savoir justement que des comportements apparents peuvent être sous-tendus par des choses beaucoup plus profondes et qu'on peut heurter sans s'en rendre compte. Donc, ne jugeons pas et soyons assez attentifs aux autres. Et n'hésitez pas en tout cas à aller vous informer plus avant sur les histoires de ces destinations pour avoir une meilleure compréhension de ce qui est visible. Voilà le petit mot que je voulais faire sur l'interculturel. Deuxième focus que je voulais faire, c'était sur la méthodologie de projet. Vous devez penser que même si c'est votre établissement qui organise votre départ, vous devez vous approprier ce projet de mobilité. Donc, je vous conseille d'évaluer votre situation financière avant le départ. Est-ce que j'ai acheté une voiture, j'ai des traites, j'ai des impératifs dans le pays que je quitte. C'est important de savoir si on a des charges financières avant le départ. Ensuite, avoir le budget de ce que vous allez faire là-bas. Vous avez un hébergement, vous avez un transport, vous avez la vie de tous les jours à assurer. Donc, c'est l'étape 2. Budgétiser votre projet en tenant compte des contraintes financières que vous gardez dans votre pays de départ. Et puis ensuite, établissez le plan d'action de votre projet de mobilité. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire, passeport, carte de visite, carte de crédit. Il y a toutes ces étapes à passer. Il faut les mettre au sein de votre calendrier pour savoir quand vous partez. Même planifier la fête d'avant le départ avec les copains et les amis, s'il le faut. Voilà, je pense que c'est important que vous puissiez vous approprier ça, même si ce sont les écoles qui vont le faire pour vous. Quelques conseils avant le départ. Pensez aux démarches à réaliser avant de partir et anticipez-les. Je reprends protection sociale, statut social, surtout si on est français et Pôle emploi parce que c'est très administratif et il y a beaucoup de choses à faire. Vos bilans de santé, partez en étant sûr qu'il n'y aura pas un souci, même parfois les bilans dentaires, comme ça on est sûr qu'arrivé là-bas, on n'aura pas de souci. Pensez à avertir la banque que vous êtes à l'étranger, pensez à faire des procurations s'il le faut. Vous n'êtes pas là, si vous recevez des courriers, si vous avez des choses à faire sur vos comptes bancaires, ce sont des choses qu'il faut faire. Pensez également à vos outils concernant le pays. On va le voir de toute façon pour certains d'entre vous qui nous rejoindront après avec les CV et les lettres de motivation. Rappelez-vous que pour vous intégrer dans un pays, il va falloir non seulement échanger avec vos collègues ou les autres étudiants, mais aussi il va falloir parler avec les autres habitants. Et puis, rappelez-vous qu'il y a des spécificités dans le monde professionnel qui sont sur les méthodes de travail, qui sont sur les relations entre collègues, qui sont sur les modes de management, les comportements. Donc, soyez très à l'écoute de cela. C'est différent de ce que vous connaissiez et vous allez justement apprendre ces différences-là. On va continuer à avancer pour vous laisser un petit peu le temps de poser des questions. Donc, je ne voudrais pas rester trop longtemps sur cette slide-là. Donc, la prochaine slide, c'est des adresses utiles. Vous allez vous rendre peut-être dans un État de la Caraïbe. Sachez que vous avez l'ambassade de France auprès des États de la Caraïbe qui peut vous donner quelques informations sur les pays, sur les 7 pays.
Et vous avez également, pour les Caribéens qui voudraient venir en France, toujours sur ce site-là, donc la slide suivante, des informations pour venir en France. Bien sûr, ce n'est pas la Martinique, mais vous avez déjà un premier niveau d'information, notamment sur l'organisation administrative. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez avoir ce type d'informations en français comme en anglais sur le site de l'ambassade de France dans les pays de l'OSCS. On va avancer encore. Je vais vous donner une petite focale sur réussir votre intégration. Vous êtes parti, vous êtes avec des collègues dans une équipe que vous ne connaissez pas. Vous vous êtes préparé, donc vous vous attendez un petit peu à ce que vous allez trouver. J'espère que vous allez rester motivé et que vous allez faire preuve d'adaptation. J'espère que vous savez que vous devez avoir une connaissance opérationnelle de la langue de votre pays et que vous vous apprêtez à avoir une bonne dose de flexibilité et d'autonomie. Parce que s'établir même pour 3, 4, 5 mois dans un autre pays, c'est s'imprégner d'une culture qui est différente, qui peut vous surprendre. C'est pas seulement être sur l'aspect professionnel, mais aussi être sur l'aspect extra-professionnel. Vous pratiquez un sport, vous pratiquez une activité culturelle. Il est important que pendant ce séjour, vous vous informiez pour savoir si vous pourrez continuer à courir, à nager, à faire ce que vous aviez l'habitude de faire quand vous étiez dans votre pays d'accueil et d'anticiper assez tôt parce que ces choses-là font partie de votre équilibre. Et que pour que vous soyez équilibré et que ce séjour à l'étranger se déroule au mieux, il faut que vous fassiez ce que vous aviez l'habitude de faire. Donc, vous êtes dans un club de football ou bien de basketball, c'est important de savoir, bon, est-ce qu'il y en a là-bas? Est-ce que je peux aller les voir? Est-ce que je peux les rejoindre peut-être pour une durée déterminée? Donc, c'est important que vous pensiez que c'est travailler là-bas, être en stage là-bas, mais surtout vivre là-bas. D'accord? On va avancer sur une petite focale sur les soft skills. Ce sont les compétences douces. C'est elles qui vous permettront de vous intégrer et de vous adapter. Donc, que ce soit dans votre entreprise, que ce soit dans l'université, vous allez devoir utiliser ces compétences douces ou compétences transversales. Ce sont vos compétences sociales, personnelles et c'est vrai que ce sont des compétences qu'on développe surtout sur l'aspect extra-professionnel quand on fait du sport, quand on est dans un orchestre, dans une chorale, quand on a des activités, par exemple, au sein d'associations. Elles sont orientées vers les interactions humaines. Elles font appel à votre intelligence émotionnelle. Elles vont jouer un rôle clé dans votre épanouissement au sein de votre environnement. Donc, pensez-y. Elles vous enrichissent, elles sont qui vous êtes et ce sont des compétences également qui seront facilitatrices pour votre intégration là-bas. Donc, quel que soit le pays où vous allez, sachez utiliser toutes ces choses. Enfin, on va finir avec les adresses utiles que je vous ai mis et que je pourrais vous renvoyer par la suite. Mes coordonnées, si vous voulez me contacter, donc je travaille en Martinique, à l'Espace Sud. Mon nom, c'est Carline Chevalier. Mon adresse mail, carline.chevalier@espacesud.fr. Et puis, quelques adresses que je peux vous envoyer si vous me les demandez. Et puis, voilà, je vais vous laisser poser quelques questions. J'ai été un petit peu longue peut-être, mais j'espère que nous avons encore le temps que vous posiez quelques questions. N'hésitez surtout pas dans le chat ou à prendre la parole si vous souhaitez poser vos questions. Ou alors, c'est que j'ai tout abordé. Je ne sais pas. Je pense que non. Il y a peut-être des choses que vous vous posez encore comme question. N'hésitez pas. Comment est-il préférable de payer? Ça dépend où vous êtes. Il y a quelques années, je conseillais à mes candidats d'avoir toujours un petit peu de liquide du pays d'accueil sur eux, ne serait-ce que pour pouvoir s'acheter un café quand on arrive à l'aéroport ou n'importe quoi. Aujourd'hui, on paye de plus en plus en carte de crédit. C'est pour ça que ça faisait partie des choses dont je vous ai parlé dès le départ, payer en carte de crédit. Par contre, il faut voir quelles sont les habitudes là où vous allez aller en stage, parce que je reviens par exemple du Portugal et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de petits magasins au Portugal qui n'acceptent pas la carte de crédit. Donc, il faudrait avoir des euros.
C'est la même chose quand vous allez dans certaines destinations insulaires. Il faut voir si la carte de crédit est acceptée partout. Donc, vous allez de toute façon avoir besoin d'avoir une carte de paiement internationale, même s'il est nécessaire d'avoir un petit peu de liquide parce que sur certains paiements, surtout sur des sommes modiques, on va vous demander de payer en monnaie locale. J'espère avoir répondu. Bien sûr, oui, ça sera un plaisir, même si vous n'êtes pas dans le sud en tout cas, si vous m'envoyez des éléments et que je peux vous apporter une aide, il n'y a pas de problème. On n'aura peut-être pas d'entretien physique et on fera des entretiens de conseil à distance. Je le pratique depuis maintenant 2 ans, vous en doutez bien, et donc je n'ai aucun problème à vous accompagner, ne serait-ce que pour relire vos CV, vos lettres, je n'ai pas de problème avec cela. Même si vous n'habitez pas dans le sud, il n'y a pas de souci. Donc, j'aurais bien voulu savoir quelle était votre humeur, si vous vous sentiez prêt à partir. Donc, j'ai fait une petite diapo après celle-ci, qui vous permet de voir un petit peu quelle humeur vous êtes avant de partir. Est-ce que vous vous sentez plutôt confiant, plutôt débordé, plutôt cool c'est important, même si vous vous sentez stressé. Moi, je trouve ça assez rassurant parce qu'il faut accueillir votre stress avec bienveillance. Il va être votre meilleur accompagnant. Il va vous permettre de vous préparer. Il va vous permettre aussi d'éviter pas mal d'écueils. Alors, il y a quelqu'un qui se sent souriant, c'est bien. Mais même si on se sent un petit peu stressé, c'est pas trop grave. On fait face, on s'adapte, on est flexible et on ne juge pas trop en essayant d'en apprendre un petit peu plus sur les destinations et en général, ça se passe bien. Si vous avez hâte, c'est encore mieux. Mais on ne se précipite pas et on fait toutes les choses en temps et en heure. Notamment en ce moment, pour ce qui est d'obtenir les passeports, on a des délais qui sont allongés, donc ça demande encore plus d'anticipation. Faites attention également aux règles et je suis obligée d'en parler, aux règles sanitaires pour l'accès à certaines destinations. Il y a, et moi j'y suis confrontée, il y a des destinations où on demande certaines vaccinations. D'accord? Donc, il faut absolument que vous en informiez. Vous ne pouvez pas attendre que ce soit l'établissement qui vous dise 15 jours avant le départ qu'il aurait fallu que. Donc, vous devez vous-même prendre la responsabilité de vous informer en fonction du lieu où vous vous rendez, quelles sont les normes en ce moment et comment accueille-t-on les personnes qui viennent de mon pays. C'est important, vraiment, c'est une dimension qui est très importante. Donc, si vous avez hâte, j'espère que vous êtes déjà prêts et que toutes ces informations-là, vous les avez déjà. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos dernières questions. Nous allons bientôt clôturer l'atelier. Alors, pour un stage de 3 mois dans la Caraïbe, ce qui est important de savoir, c'est que ce sont les Caraïbes. Chaque État insulaire est indépendant pour beaucoup d'entre eux. Donc, pour un stage de 3 mois, il faut vérifier les conditions de séjour pour cette destination-là. Est-ce que les conditions de séjour à Trinidad sont les mêmes conditions de séjour qu'à Sainte-Lucie? Il faudra bien que vous alliez voir l'information à la source pour savoir est-ce qu'il vous faut un visa ou est-ce qu'il vous faut un permis de travail? Parce que parfois, au-delà du visa, c'est un permis de travail. Le sentiment d'isolement, une fois en mobilité à l'étranger, il peut justement s'anticiper si, par exemple, on est dans un groupe social dont on a l'habitude. Donc, ça veut dire qu'avant le départ, on peut se rapprocher de l'association, on peut s'informer sur est-ce qu'il existe, si vous avez l'habitude de suivre un culte particulier, vous informez déjà si ce culte existe là où vous allez. Comme ça, vous allez peut-être, au sein de ce culte, avoir des interactions sociales. Je n'ai pas eu de jeune qui ait eu un sentiment de ce type parce qu'on a aussi du réseau qui peut se faire.
On a peut-être aussi d'autres Martiniquais ou d'autres insulaires de votre pays qui sont déjà arrivés là. Et avant le départ, si on a déjà pris contact avec eux, mais quand on va arriver, on ne va pas se sentir trop isolé. D'accord? Donc, le sport, la culture, le culte, tout ce que j'ai l'habitude de faire, je m'informe avant le départ. Comme ça, sorti de mon lycée, mon université ou de mon stage, bien, j'aurai des interactions sociales avec d'autres personnes ou même avec des gens qui viennent du même pays que moi, si j'ai anticipé et que par le biais du réseau, par LinkedIn ou d'autres réseaux, je peux déjà avant le départ avoir contact de ces personnes. Nous, en tout cas, c'est ce que nous essayons de faire avec les jeunes qui partent. On a des groupes WhatsApp, notamment sur le Québec, parce qu'on a des jeunes qui partent là-bas. Et il y en a à Montréal, il y en a à Québec. On essaye de les faire se mettre en lien même avant le départ, ce qui fait que quand ils arrivent là-bas, ils ne se sentent pas isolés. Et s'ils ont un souci, ils savent qu'ils ont une personne qu'ils peuvent éventuellement contacter. Donc, le sentiment d'isolement, si ça vous interpelle, il faut que, avant même de partir, vous essayiez de voir quels vont être vos leviers. Donc, l'activité extra-professionnelle et le réseau, et surtout vos enseignants, les autres étudiants, et LinkedIn. C'est pour anticiper, en fait, le sentiment d'isolement. N'hésitez pas s'il y a encore une dernière question. En tous les cas, merci beaucoup, Madame Chevalier, pour tous ces conseils précieux avant le départ. J'espère que ça a aidé toutes les personnes qui se sont connectées à ce webinaire, que leur mobilité pourra se dérouler de la meilleure manière possible grâce à tous ces éléments, ces petits éléments qui font que le départ est plus facile et plus agréable. Oui, l'objectif, c'est que ce soit une expérience réussie, en fait. Hein. Que ce soit une expérience qui vous permette de vous enrichir. Et comme je vous le disais, en partant comme ça, vous enrichissez beaucoup de gens qui sont autour de vous, vous enrichissez vos familles, vous enrichissez vos établissements, vous enrichissez le pays d'où vous venez. Donc, c'est une très, très belle chose que de pouvoir partir en mobilité à l'international. N'hésitez pas. Et même si vous avez des peurs, affrontez-les, posez des questions et n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Ça va vous permettre ensuite dans votre vie de pouvoir être plus flexible et adaptable. Ça ne peut que être bénéfique pour vous. Si nous n'avons pas d'autres questions, nous allons clôturer cet atelier et j'en profite pour vous indiquer que tout au long de la matinée, il y aura d'autres ateliers pratiques pour préparer votre mobilité, notamment pour rédiger un CV et préparer un entretien professionnel. N'hésitez pas à continuer d'assister à ces ateliers et si vous voulez plus d'informations, rencontrer des établissements, rencontrer l'équipe Élan sur notre salon virtuel. Vous avez des conseillers qui seront là aujourd'hui et demain. Vous pouvez leur poser toutes vos questions directement. Ils vous répondront avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à contacter Madame Chevalier si vous avez plus de questions sur tout ce qui vous a été dit aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Encore merci Madame Chevalier, merci aux interprètes. Merci beaucoup et bonne continuation à tous. Bonne continuation à tous, merci.